D'abord vous féliciter pour la confiance placée en votre personne et féliciter votre bureau pour la confiance placée en vous tous, par tous les Maliens qui sont pour la réussite de la transition. Vous avez effectivement indiqué que votre organisation a vu le jour depuis 2012, à l'occasion des tristes événements d'Aguelok. Vous savez, récemment encore, j'ai expliqué, disons, j'ai rappelé à l'intention des Maliens, parce que vous savez, la mémoire n'est pas conservée chez nous souvent. Les gens oublient très vite. J'ai appelé les uns et les autres à éviter l'amalgame. Je l'ai fait en connaissance de cause et au regard de la nouvelle situation que nous vivons. Vous vous souviendrez qu'en 2012, lorsque les terroristes ont assassiné froidement les soldats maliens qui n'avaient plus de balles, c'est un manque de balles en réalité, ils n'avaient pas de quoi se battre. C'est pourquoi je parle souvent de trahison des militaires par l'élite politique. Parce que les militaires ne vont pas acheter les armes, c'est d'autres qui achètent pour eux. Lorsque les terroristes donc, ont décidé d'assassiner les Maliens, vous savez, il y a une catégorie de Maliens qui avaient la peau blanche. Eux, ils les ont égorgés, éventrés pour sortir les intestins, les filmer et montrer au monde entier. En fait, il y avait un message qu'ils voulaient faire passer, c'était terroriser les Maliens, terroriser les soldats, susciter la peur. Mais il y a un autre message que les Maliens doivent avoir pour dire aux citoyens, c'est l'exemple même qu'il y en a qui ne veulent pas de l'unité nationale. Parce que c'était fait pour dire à ceux-ci, comme vous vous êtes attachés à la nationalité malienne, à l'intégrité du territoire, on va maltraiter vous. Sinon, quand on tue quelqu'un, comme disait l'autre, cabri mort là, qu'on le mette au frigo, au feu, il n'a rien à perdre. Mais on tue comme ça, de façon barbare, pour donner une leçon aux uns aux autres. Pour dire aux autres intégrés dans l'armée, voyez ce qu'on ferait avec vous. Donc démarquez-vous. Mais ça doit donner une leçon aux Maliens. C'est que quand les citoyens maliens sont attachés à leur intégrité, ils sont prêts à donner leur vie, quel que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Donc ça doit nous servir de leçon pour éviter l'amalgame. Parce que malheureusement, ça peut arriver. Vous savez, la colère est toujours une mauvaise conseillère. Il y a des citoyens qui s'en prennent aux citoyens maliens parce qu'ils ont la peau blanche, parce qu'on leur a dit qu'on a tué des frères. Mais la preuve est faite que pour les assassins, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de pays. La seule chose, c'est la destruction du Mali qui les intéresse. Et quand vous détruisez un pays sur le plan ethnique, vous pouvez être sûr que vous avez atteint votre objectif. Les divisions ethniques et les divisions religieuses sont les plus dangereuses. Quand ils ont fini là-bas, on a amené les forces internationales, comment elles s'appellent, au centre. Mais ce n'était pas prévu dans le mandat de la MINUSMA. Quand est-ce que les forces internationales ont été déployées au centre? Je dis souvent que c'est à l'insu des Maliens qu'elles sont venues pour éteindre les feux. Et c'est à l'insu des Maliens que Serval s'est transformé en Barkhane. Et quand elles sont venues au centre, elles ont soulevé les problèmes ethniques encore. Peul contre Dogon. Mais beaucoup se rappellent qu'en 2015, 2016, c'était les chefs traditionnels, les religieux Peuls qu'on assassinait
Moi, je le sais très bien parce que j'étais dans le gouvernement. Le ministre de la Défense avait l'habitude d'ailleurs pour toute explication, dire que lui-même, sa mère est Peul. Mais ça, ce n'est pas une justification. Ce qui est sûr, ils ont atteint leur objectif. Quand ils ont terrorisé les Peuls pendant un bon bout de temps, qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, ils ont commencé à aller mettre le feu dans les hameaux d'Ogon et ils faisaient semblant de se cacher chez les Peuls. Donc un Dogon qui voit ça, il voit qu'on assassine ses parents, le sang coule, et il voit cet assassin-là, il va se cacher. Pour lui, c'est les Peuls. Et une fois qu'il se venge, le sang coule. Quand le sang coule, là, c'est un poison. Et on étend ça partout, guerre, Peul. Et vous entendez des présidents loin de l'épicentre de la violence, parce qu'ils sont d'origine Peul, qui se mettent à dire, oui, on est en train de tuer les Peuls au Mali. Il y a même des Peuls au Mali qui le disent. Et ils n'ont pas tort parce qu'eux aussi ils comparent. Vous avez des Dogons qui disent la même chose. Et donc l'ennemi atteint son objectif dans une certaine mesure. La guerre religieuse d'abord, ensuite la guerre ethnique. Donc l'existence de votre organisation, ça doit donner des leçons aux Maliens. Ça doit servir de repère pour dire que voici une organisation qui incarne l'unité nationale, qui est née à la suite d'une barbarie où on a porté atteinte à la religion et à l'intégrité ethnique des Maliens. Première leçon. La deuxième grande leçon, c'est la qualité des hommes. Moi, je ne me mêle pas des débats politiques. Chacun a son orientation. Les problèmes qu'il y a entre les uns et les autres, c'est humain. Je fais les constats et j'en tire les conclusions. Qualité des hommes, celui qui est votre président ici. Vous savez, beaucoup se vantent de la politique sanitaire du Mali. La première association de santé communautaire, c'est lui qui a été désigné président. C'était du temps du parti unique. Moi, j'étais dans la commission qu'il a proposée au président pour le choisir. C'est à cause de ses qualités. On n'a pas regardé, oui, c'est un Tamashek, il est venu de Kidal, est-ce que... Mais ses qualités intrinsèques étaient reconnues. Si aujourd'hui il se trouve à la tête de votre organisation, pareil, un heureux hasard de circonstances, vous le choisissez encore, ça me donne la preuve, et c'est la deuxième leçon, que la qualité des Maliens dépend de leur personnalité. Les problèmes ethniques, religieux ne sont pas pris en compte. C'est la qualité intrinsèque des hommes. Aujourd'hui, beaucoup se vantent, les Asako, là, c'est dans tout le Mali. Mais le premier, c'est lui qui a été le premier directeur. On peut même dire que politiquement, il y a des gens qui ont initié, mais techniquement, c'est lui qui a fondé les Asako. Pour vous dire que dès le départ, au moment les plus difficiles, au moment où beaucoup ne pensaient pas à la réussite de la transition, parce que 2021, ce n'était pas clair pour tout le monde, hein. Il y en a qui disaient même les assises de Choguel, on est contre, Premier ministre Magny, Akataka Boy, l'imperturbable Assimi Goïta, bon, Ukumbo Bella. Ceux qui ne savaient pas, nous on savait lire entre les lignes. Qu'est-ce que les gens voulaient? Parce que quelqu'un peut crier avec vous qu'il est avec vous, mais en réalité il a un pied ailleurs. Ou bien il est physiquement avec vous, mais son esprit ailleurs. On ne pouvait pas, en juillet 2021, dire que tu veux la réussite de Assimi et l'échec du Premier ministre. Ça, c'était une façon de tromper les gens. L'avion qui nous a ramenés de New York, on a tenu le discours qui a été retenu par beaucoup de gens, dont une partie, laissé en plein vol, a retenu beaucoup de gens. Bon, maintenant, on a fait des parachutes. Quand on vous laisse en plein vol, on vous donne des parachutes. Mais quand je revenais de ce discours, les adversaires de la transition, certains ont voyagé avec moi, de Paris ici,
Dès qu'ils ont descendu, ils ont commencé à faire des réunions. L'objectif, c'était de déstabiliser le Premier ministre. Mais pour mieux réussir, il fallait encenser le président et dénigrer le Premier ministre. Heureusement que le président et le Premier ministre comprenaient ce qui se passe. Le président les a mis en garde de laisser son nom dans leur campagne en juillet. Il leur a fait savoir en août. Maintenant, un jour, je vais chez le président. Je lui dis qu'il y a un monsieur, il faut qu'on assure la sécurité. Parce que si quelque chose lui arrive, on va dire que c'est le pouvoir en place. Le président me dit, mais vous êtes un peu en retard. Parce qu'il est en train de répondre devant qui de droit. J'ai dit, alhamdulillah. Ça veut dire qu'au moins, il est en train de répondre, il est dans des mains en sécurité. Alors, à la même période, il y en a qui avaient juré qu'il n'y aurait pas d'assises. Mais c'est pendant cette période que votre organisation fait partie des nombreuses organisations maliennes qui allumaient la torche de la transition pour qu'on soit bien guidé jusqu'aux assises. Donc vous n'avez pas attendu la réussite de la transition. Vous l'avez enfanté dès le départ, au moment le plus difficile. Ensuite, vous avez des vétérans parmi vous. Vous avez vos doyens en habit traditionnel qui regardent bien le président, il sourit souvent. Et vous avez celui qui a porté le turban pour qu'on ne voit pas ses yeux, mais on le connaît. C'est un vétéran de la lutte pour le développement du Mali. C'est l'un des grands ingénieurs agronomes au Mali. C'est l'un des hommes qui a façonné, je crois, le domaine de l'élevage et de la culture au Mali. Et il vient justement d'une zone très austère de Menaka. Bertodo vient de loin. Peut-être que sa ville est très loin de celle du Vieux, même s'ils sont côte à côte maintenant. Ils se battent pour la même cause. Je vais simplement vous dire tout ça pour vous dire que votre organisation, c'est pourquoi quand j'ai vu les demandes, fusil Mali, fusil Assosenko, ceux-ci-là, ils n'étaient pas venus. Quand ils venaient chez moi, là, il n'y a pas d'association et ils étaient fusil Mali seulement. Bon, après, on m'a expliqué un peu la différence. Et plus tard aussi, j'ai vu dans des vidéos un peu le travail de chacun. J'ai dit, notre société, il faut en faire comme un jardin. Il ne faut pas chercher à s'exclure. Un jardin, plus il y a des fleurs là-dedans, plus il est beau. Plus il y a d'associations qui soutiennent la transition, mieux c'est. La seule chose que je recommande aux uns aux autres, c'est d'être très sincère dans le soutien à la transition. De dire la vérité quand c'est nécessaire. De croire en ce qu'on fait. Avoir une conviction. Vous savez, la conviction, je dis aux gens, c'est comme la foi. Elle peut soulever des montagnes. Comme vous l'avez fait au début de la transition, quand c'était difficile, vous êtes engagé parmi ceux qui l'ont soutenu. Maintenant, elle est en train de se développer. Elle va tendre vers sa fin. Sa fin aussi doit être soutenue comme son début. Pour que la ligne directrice que le peuple malien a imprimée à la marche de la transition, elle ne puisse pas être déviée. Si par extraordinaire, on dévie de cette ligne-là, avant l'implémentation totale du Mali-Koura, ce serait du gâchis. Je touche du bois. Je suis convaincu que si nous continuons dans le même sens, à faire le même travail de sensibilisation, de mobilisation, d'appel à la cohésion nationale, qui est l'un de vos credos, nous allons atteindre les objectifs communs de l'ensemble des forces, toutes les forces qui sont pour la transition. Un moment, je les appelais les forces du changement. Ensuite, il y a eu des débats internes. Certains ont dit non, et ils ne sont pas pour le changement, ils sont pour la refondation.
Mais je leur dis que c'est un faux débat. La refondation, c'est un objectif, c'est un but. Le changement, c'est la voie par laquelle on passe. On a finalement appelé les forces de la refondation pour le changement. Disons les forces du changement pour la refondation. Et dit, normalement, tout le monde doit se trouver là-dedans. Bon, malgré tout, il y a des débats encore. Bon, j'ai dit que ça, c'est des débats subalternes. En réalité, c'est des problèmes de personnes. Sinon, que vous appelez les forces du changement pour la refondation ou les forces du changement, en tout cas, l'objectif est le même. Faire en sorte que cette transition aboutisse bien en restant dans la ligne que nous avons convenue. Vous avez les autorités de la transition, je l'ai dit, ont besoin plus que jamais, autant qu'hier, sinon plus, du soutien de la population. Parce que les adversaires, les pays adversaires, ils n'ont pas peur des dirigeants. Ils ont peur des peuples. Et c'est la mobilisation populaire qui constitue le pare-choc, le paratonnerre ou les garde-fous pour la transition. Si le 14 janvier 2022, le peuple n'était pas sorti, mais ça allait montrer que les autorités n'ont pas le soutien du peuple. Je suis convaincu que nous aurions tiré, en tout cas en ce qui me concerne, on aurait tiré les conséquences. Mais le peuple nous a montré qu'il faut aller de l'avant. Ce jour-là, beaucoup de partis n'étaient pas d'accord. Vous savez, moi je viens du M5, il y a des partis, des associations, et les gens n'étaient pas d'accord. Certains étaient d'accord, d'autres non, d'autres me disent, mais qui organise cette marche? Donc, au lieu de rester dans ce débat, les Maliens ont pris la chose. Comme on dit, pendant qu'il y a le feu dans la maison, on ne vient pas demander qui a mis le feu. On l'éteint d'abord. Donc les Maliens, toute obédience confondue, tout parti politique, association, syndicat, se sont retrouvés. Et le coordinateur national de cette grande manifestation, il est dans mon cabinet aujourd'hui, c'est Alain Bokoum. Essentiellement, moi je ne le connaissais pas. Vous savez, aujourd'hui, pratiquement les 90% de mes partenaires politiques, moi je ne les connaissais pas avant. Parce qu'avant, c'est sur les préjugés seulement qu'on fonctionnait. Mais les gens ont appris à se connaître dans la lutte. Et moi, je crois que FUSI Mali fait partie des associations pionnières du soutien à la transition. Tout ce que je vous demande, de rester vigilant, rester cohérent, rester convaincu, rester convaincant. Il y a beaucoup de forces centrifuges qui vont se parfumer, se déguiser pour prétendre qu'ils sont vos amis. Certains vont se laisser tromper. Parce que comme j'ai dit, un sac d'arachide, plein d'arachide, vous mettez quelques mauvaises graines, au bout de quelques années, le sac va pourrir. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant par rapport à tous ceux qui vont venir dire qu'ils sont avec la transition. Lorsque nous avons fait le référendum, il y avait l'engouement dans le pays, tout le monde disait qu'il est pour le référendum. Normalement, tous les Maliens devaient participer. Mais à la fin du référendum, qu'est-ce qu'on a vu? Sur chaque 3 Maliens, il y a un qui a voté. Et les 2 autres. Et tous ces partis et associations qui disaient qu'ils sont pour la transition. Et ils ont travaillé en douce pour saboter la transition. Ils ont travaillé en douce pour démobiliser la population. Nous, on a regardé le score, 97%. Mais si vous regardez le taux de participation, la transition a été sabotée. Or, si vous regardez la télévision et les déclarations, les 90% des Maliens devaient participer. Donc, quelque part, il y a anguille sous roche. Ça doit nous appeler à la vigilance. Tout le monde est avec la transition. Personne ne dit qu'il n'est pas avec.
Même ceux qui disent qu'il n'est pas avec, c'est dans l'espoir que c'est comme dans l'ancien temps. Quand tu critiques, on t'appelle pour te donner quelque chose. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont contre. Ils font du bruit, mais c'est dans l'espoir qu'on les appelle. Ça, c'est terminé. En tout cas, avec notre transition, on ne va pas appeler quelqu'un parce qu'on a peur de toi. On t'appelle parce qu'on est convaincu que tu dis la vérité. Mais fais le bagabaga là, pour qu'on t'appelle Ikako Dabla, au Banaou. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut être extrêmement soudé. Et au moment où notre armée est en train de récupérer l'intégrité de notre territoire, où des Maliens, nos soldats, les hommes de rang sont en train de donner leur vie, nous regardons les réseaux sociaux, on est dans nos cabinets, dans nos bureaux, faisons tout pour garder la stabilité intérieure de notre pays. Toutes les luttes politiques qui vont amener à la déstabilisation de l'esprit de nos militaires ne doivent pas être à l'ordre du jour. Vous savez, il y a un grand pays aujourd'hui qui est dans un tournant historique. Le nombre de morts qu'ils ont eu en un jour, c'est plus ce qu'ils ont eu les dernières 20 années. Mais là-bas, il y avait une crise politique qui a duré des mois. Des mois, tout le monde a dit arrêtez la crise politique. Résultat, les forces armées de sécurité, au lieu d'être concentrées sur ce qu'elles doivent faire, moi je crois que la crise politique fait partie des raisons qui les a distraits. Parce qu'un soldat qui se bat au terrain, s'il laisse sa femme, ses enfants, son père, sa mère, si ceux-ci ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont dans des manifestations, mais ce soldat ne peut pas se battre. Mais quand son pays est bien tenu, il a l'esprit tranquille, il peut donner sa vie. Donc faisons tout aussi pour préserver la confiance et le soutien de notre peuple aux forces armées de sécurité. Et rassurer que ceux qui vont tomber sur ce champ de l'honneur ne seront jamais oubliés par la nation. Parce que dans le brouhaha qu'il y a actuellement, l'autre jour j'ai dit à des amis, au moment où des Maliens sont en train de tomber au nord, des populations sont en train de mourir. Moi, dans ma commune, les gens ils ont tué près de 12 personnes. Hier, ils ont été occupés tous les lieux. Quand les uns et les autres m'ont touché, je leur ai dit que vous savez, ça c'est le coût que le peuple malien doit payer. Les vies des communes du Premier ministre ne sont pas plus valables que la vie des gens de Bandiagara, de Nara. Donc il faut avaler cette colère-là, continuer à se battre. L'objectif, c'est de nous déstabiliser, de passer le temps à réfléchir à sa famille et oublier le pays. On enlève un élu, les terroristes vont, il y a un député de mon parti qui a été enlevé, les terroristes vont le filmer et il me parle. Est-ce que vous voulez qu'on le libère? Si vous voulez, il faut faire ça, ça, voici nos conditions. Voici ce dans quoi on est. Bon, les hommes qui sont en train de se battre pour qu'on récupère tout ça, est-ce que nous avons le droit d'aller nous mêler dans des petites luttes politiques dans la ville pour déstabiliser leurs esprits? Et c'est pourquoi j'ai dit à beaucoup, quel que soit ce qui se passe à Bamako, personne n'a le droit, historiquement, politiquement, d'avoir des comportements qui peuvent porter atteinte à la quiétude, à la détermination des forces du changement. Il faut créer les conditions pour que ces forces-là aient l'esprit tranquille et à l'esprit de soutenir ceux qui sont en train de se battre, de donner leur vie. Donc les hommes de rang, les soldats maliens, les sous-officiers qui sont sur le terrain et les officiers qui les commandent. Je crois que c'est notre rôle aujourd'hui. Si j'ai un appel à lancer, c'est de vous encourager à faire comme vous l'avez fait en 2021 autour du gouvernement de transition. Il faut le faire aujourd'hui autour de notre armée. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Tous ceux qui parlent, c'est parce qu'ils ont un pays. S'il n'y a pas un pays, personne ne va parler.
Tous ceux qui ont 3-4 passeports dans leur poche là, et ils vont partir nous laisser. Ils vont partir laisser la majorité des Maliens. Voici les messages que je voulais faire passer, Monsieur le Président. Vraiment vous féliciter pour être à la pointe du combat. D'abord pour implémenter la transition. Votre rôle maintenant, c'est de continuer à faire en sorte que la transition tienne bon et qu'elle se termine bien.